Bonjour à tous et bienvenue dans Face au territoire, une émission de télévision à la fois à la télévision, bien sûr, en direct, chaque jeudi à 9h30 et en même temps sur le numérique. C'est une émission cross-média. Face au territoire, c'est donc en direct sur TV5 Monde. Chaque jeudi, c'est 403 millions de foyers, 200 pays, 14 langues et en direct sur les plateformes de ouestfrance.fr, de nicematin.fr, de varmatin.fr et de notre partenaire également France Antilles, en léger différé pour des raisons locales. Bonjour Xavier Bertrand, bonjour. Merci d'être notre premier invité. Merci de votre invitation. Cette nouvelle formule Face au territoire. Le titre dit tout de l'émission. Vous êtes président de la région Hauts-de-France et vous êtes, bien sûr, nul ne l'ignore, candidat à l'élection présidentielle. Xavier Bertrand, une actualité après l'intervention d'Emmanuel Macron et à la veille de plusieurs manifestations qui se profilent ce week-end, regroupant des gens, des citoyens, de plus en plus hostiles à la vaccination. On les appelle d'ailleurs, ils ont déjà un nom, un surnom, les anti-vax. Au moment où plusieurs scientifiques, des médecins, expliquent qu'il va falloir une 3e dose de vaccin pour combattre les nouveaux variants, car il y en aura plusieurs, on le sait maintenant. Est-ce qu'il y a un risque de coupure, de fracture entre les gens, de gilet jaunisation de la situation? Est-ce que la société française est prête aujourd'hui à affronter cela? Il y a encore des appels à manifester dès ce week-end, notamment sur les réseaux sociaux. La France est un pays fracturé depuis longtemps. Et l'enjeu des responsables politiques, de tous, et bien évidemment du président de la République, c'est de réduire ces fractures, c'est d'apaiser le pays. Mais en attendant, on parle de la crise sanitaire. La seule façon de terrasser la Covid, la seule façon de reprendre une vie normale, la seule façon de sauver des vies et d'éviter des malades, c'est la vaccination. Il n'y en a pas d'autre. Et je n'ai pas entendu d'ailleurs de propositions de mesures alternatives de la part de qui que ce soit. Donc les décisions sont difficiles. Je les ai appelées de mes voeux depuis déjà bien longtemps. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas la vaccination, on va rester dans ce tunnel avec aussi les malades et aussi des drames. Est-ce que vous approuvez le ton du président de la République dans son allocution? Est-ce que vous soutenez à fond Emmanuel Macron dans cette affaire? Je l'ai dit voilà quelques jours. Au nom de la cohérence, j'ai toujours la même position, et notamment sur l'extension du pass sanitaire. Je sais aussi qu'il y a toujours plus efficace que contraindre, c'est convaincre. Mais en attendant, au moment où nous sommes, il nous faut absolument qu'il y ait un maximum de vaccination. Alors, je me mets aussi à la place de toutes celles et ceux qui attendaient encore en se disant « je n'ai pas été malade, attendons encore un peu » et qui là, au moment des vacances, voient tous leurs plans complètement modifiés et qui doivent s'organiser. C'était la question notamment des adolescents, c'est la question de la restauration, c'est le monde de la culture qui dit « attendez, on ne va pas recommencer le 2 poids 2 mesures, laissez-nous nous adapter ». Et tout ça montre bien également que quand on prend une décision au sommet de l'État, on doit penser aussitôt à la mise en œuvre. Vous savez, la politique, comme l'économie, comme tout, si ce n'est pas à hauteur des hommes et des femmes, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Mais en attendant... Vous n'avez pas répondu à la question. Le gouvernement était à la hauteur dans cette affaire précisément. Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Très bien. Je viens de vous le dire. Je suis un opposant, c'est vrai. Oui. Mais quand il y a des décisions d'intérêt général, où il s'agit de protéger nos concitoyens, là, il ne doit pas y avoir d'hésitation. C'est aussi l'ancien ministre de la Santé qui parle. J'allais vous dire. J'en suis conscient. Et c'est vrai, quand on a été ministre de la Santé un jour, on mesure, peut-être plus encore que d'autres, ce besoin impératif de protéger et de sauver des vies. On passe à la première partie de cette émission dans un instant. Première partie avec François-Xavier Lefranc. Bonjour, François-Xavier Lefranc. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Ouest France, le premier quotidien francophone du monde. Nous sommes la première chaîne francophone du monde, cette association allait de pair, allait de soi. Vous avez des questions à poser à Xavier Bertrand et on commence bien sûr sur les jeunes puisqu'il vient d'en parler. Oui, les jeunes, parce que 9 jeunes sur 10 n'ont pas voté. Presque 9 jeunes sur 10, c'est quand même énorme. Alors comment entamer le long marathon de la campagne électorale pour la présidentielle? Comment parler de l'avenir des territoires, de l'avenir de la France quand on sait que autant de jeunes se sentent très loin de la politique? C'est en répondant clairement à leurs préoccupations quotidiennes et puis aussi leurs préoccupations pour l'avenir. Je suis père de 4 enfants et j'ai bien conscience également que j'ai une responsabilité en tant que père, j'ai aussi une responsabilité en tant que responsable politique et candidat à l'élection présidentielle. Beaucoup des jeunes que j'ai rencontrés pendant cette campagne des régionales nous disent pour nous c'est le premier emploi, le premier logement, la mobilité.
c'est-à-dire comment on fait pour se déplacer, notamment quand on n'habite pas dans le cœur des métropoles, et il faut y apporter des réponses concrètes. C'est notamment la raison pour laquelle, notamment dans la région, on met vraiment le paquet sur tout ce qui est formation, tout ce qui est également accès à l'emploi, les stages, pour leur permettre que cette première marche ne soit pas infranchissable. Donc, et là, je veux encore aller plus loin, notamment au titre de la région pour 6 millions d'habitants. Et si ces propositions fonctionnent, comme je le pense, sont celles aussi que je porterai. Il y a aussi un autre aspect, le permis de conduire. Le permis de conduire, on nous dit que les jeunes sont moins intéressés par le permis de conduire. Ce n'est pas vrai. C'est que le permis de conduire aujourd'hui, c'est à peu près 1 500 € quand vous l'avez du premier coup. C'est quasiment un impôt qui n'y pas son nom. Parce qu'après le permis de conduire, il y a la voiture. Donc il faut des aides. Oui, et la région a décidé que 90% du prix de ce permis serait financé par la région pour des jeunes qui sont en formation ou en recherche. Vous voyez, et le vote électronique, est-ce que ce serait... Attendez, on est sur autre chose. Les jeunes vous disent, moi déjà, je sais bien que je dois trouver ma place dans la société, mais ce qu'ils veulent, c'est que ça ne soit pas une marche infranchissable, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, ce sont des réponses concrètes. Et il y a aussi autre chose. C'est aussi l'avenir. Oui. C'est la question de l'écologie, parce qu'ils se disent, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avec le réchauffement climatique, si vous ne luttez pas contre, mais sur quelle planète on va vivre et dans quelles conditions on va vivre. On peut déclarer ses impôts sur Internet. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place le vote électronique qui ne résoudra pas tout? Parce que c'est une autre raison. Là, on est sur un... Est-ce que ça ne faciliterait pas les choses? Je vais vous dire une chose. Ça marche aux États-Unis, Xavier Bertrand. La politique, si elle est concrète et si elle amène des résultats, eh bien, les gens vont retourner voter. Et les jeunes aussi. Mais à force d'entendre des politiques qui leur disent, oh, vous savez, nous, on ne peut pas grand-chose. Hein. On peut pas grand-chose. C'est l'Europe, c'est la finance, c'est la technostructure qui décide. Pourquoi se déplacer pour ça? Mais pardonnez-moi, je pense que la politique n'est pas morte à une condition, qu'elle définisse une vision, qu'elle ait une éthique et surtout qu'elle amène des résultats. Et le vote électronique, je ne connais rien de mieux en termes de sécurité que se déplacer hors de chez soi, dans un bureau de vote, que ce soit papier ou électronique, parce que vous êtes à l'abri de toute pression, Et pour l'électronique, moi je veux bien, mais si on a toutes les garanties pour éviter la cyberfraude et que les garanties de cybersécurité sont posées. Mais le premier point, la politique, elle est concrète, elle amène des résultats, les gens et les jeunes se tourneront à nouveau vers la politique. François-Xavier Lefranc, vos équipes de Ouest France ont réalisé une vidéo avec une jeune fille, c'est Camille Da Silva et Louise Sobad, qui l'ont réalisé. On va écouter, elle a une question à poser à Xavier Bertrand. Moi, c'est Margot, j'ai 24 ans, je reprends mes études en septembre prochain dans le luxe et la mode. Si j'ai pas voté au régional, c'est parce qu'en fait, je me sens pas concernée. J'arrive pas à me rendre compte de l'impact que ça va avoir dans ma vie, dans le quotidien. Xavier Bertrand, en tant que candidat, je voulais savoir quelles étaient vos idées pour plus concerner les jeunes dans les élections régionales. Margot, 24 ans, à Rennes. Premier emploi, premier stage, premier logement. Et aussi l'accès à la mobilité quand ils en ont besoin. Ce sont des réponses concrètes que j'ai apportées dans la campagne. Ce n'est pas pour autant que les jeunes se sont massivement déplacés dans les Hauts-de-France. Mais encore une fois, si on lui montre que, à Margot, c'est Margot, hein, Margot, oui, que la politique peut rendre sa vie moins difficile et meilleure, les gens se tourneront à nouveau vers la politique. De ce que font les régions. Mais là où il y a aussi un autre sujet pour Margot. Oui. C'est que le millefeuille français politique... Alors on va y revenir. On y revient. L'action des régions, le budget des régions françaises, c'est entre 25 et 30 milliards. C'est la moitié du budget de la seule région de Bavière. C'est un peu plus que la seule région de Catalogne. C'est 13 fois moins que le budget de l'État. Comment est-ce que les régions peuvent aujourd'hui bien travailler avec des budgets finalement très faibles? Que le président de la République leur fasse confiance et qu'on aille beaucoup plus loin en matière de transfert de compétences au nom de l'efficacité. On prend un exemple, politique d'emploi, pour revenir sur ce que disait Margot. Les politiques d'emploi, la région des Hauts-de-France, finance 60 à 70 000 formations de demandeurs d'emploi par an. Pôle emploi, pendant ce temps-là, on finance toujours une partie. Ne croyez pas qu'on pourrait faire plus simple et d'avoir un pilote unique? Imaginez si dans une voiture, vous avez 2 pilotes, ça ne fonctionne pas. Voilà ce que je demande très concrètement. Donc une simplification. Mais comme je ne l'obtiendrai pas, c'est ce que je veux proposer en tant que président. Et quand on regarde l'ensemble des budgets... C'est pas de la simplification, une réforme pour une réforme. C'est pour plus d'efficacité. Prenez la santé. Je demande à ce que le pilotage des agences régionales de santé passe sous l'autorité des présidents de région. Je ne l'obtiendrai pas, alors je le propose dans ce projet de société qu'est ma République des territoires, la République des territoires. Alors, parce qu'aujourd'hui... Est-ce que la République des territoires, c'est moins d'État? C'est mieux d'État. Parce que j'ai besoin d'un État
qui assure la protection des Français, la sécurité, la justice, la lutte contre l'islamisme, la reprise en main de notre politique migratoire, la défense nationale. Ça, c'est à l'État de le faire et à personne d'autre. Et puis il y a aussi les grandes orientations, les grandes directions, l'équité, la justice, c'est-à-dire sur l'éducation, sur la santé. Mais pour le reste, je veux aussi qu'il y ait un État dans les territoires. Je fais 100 fois plus confiance à un préfet qui connaît la réalité qu'au directeur d'administration centrale. Le centralisme, et on s'en est rendu compte avec la crise du Covid, c'est un cadavre qui nous encombre aujourd'hui. Et donc, si vous voulez un maximum d'efficacité, c'est plus de compétences pour les collectivités locales. C'est aussi plus de pouvoir aux préfets, notamment pour des implantations d'entreprises, qu'au niveau national. Et puis, c'est aussi autre chose. C'est de permettre à nos concitoyens de bien vivre là où ils sont. Vous parliez des Gilets jaunes tout à l'heure. Il y a eu 2 messages très forts dans les Gilets jaunes des ronds-points. Pas ceux qui sont allés massacrer l'Arc de Triomphe et qui sont allés avec les Black Blocs. Ceux qui n'ont jamais rien cassé. Leur message était très simple pour moi. Quand on travaille et qu'on n'y arrive pas, ça ne peut pas durer. Et d'autre part, quand on n'habite pas dans le cœur des métropoles, on n'est pas des citoyens de seconde zone pour autant. Ce que je veux également, c'est que l'on fasse à nouveau confiance au territoire, qu'on investisse massivement dans les territoires et que l'on puisse également permettre à ceux qui ne veulent plus vivre dans les métropoles de pouvoir s'installer, notamment dans nos territoires. C'est un projet de société, ce n'est pas seulement une décentralisation. Pour être un bon président de la République, il faut avoir été président de région ? Ou d'autres expériences. Un maire également. Il connaît. Vous savez, il y a 2 aspects. Je vous disais tout à l'heure, la politique, si elle n'est pas faite à hauteur d'hommes et de femmes, ça ne fonctionne pas. Quand vous avez été confronté, notamment au pied d'un immeuble, à ce que vivent les résidents en termes d'insécurité, à ça, vous ne l'oubliez jamais. Et quand vous recevez dans une permanence quelqu'un qui est porteur d'un projet, à qui vous avez besoin de faciliter la vie, ça, vous le retenez également. Et quand vous avez quelqu'un qui a du mal à joindre les 2 bouts en travaillant et qui vous demande justement un coup de main, vous ne l'oubliez pas non plus. Ça, je crois que c'est très important. Il faut une vision, bien évidemment. Vous avez aussi la question de la place de la France dans le monde. Mais si vous n'êtes pas à hauteur d'hommes et de femmes, ça ne peut pas fonctionner. François-Xavier Lefranc, vous avez un dessinateur, un collaborateur qui s'appelle Chonu. Chonu, un homme des territoires. C'est un homme Emmanuel Chonu qui dessine tous les jours, qui commente l'actualité dans Ouest France. Et qui a beaucoup d'humour. Et qui a une question à vous. Ça tombe bien. On regarde Chonu. Alors je dis ça par avance. Monsieur le Président des Hauts-de-France, bonjour. Voici ma question. Vous réclamez plus d'autonomie pour votre région, c'est l'esprit girondin. Mais si, en 2022, vous arrivez au sommet de l'État, serez-vous l'artisan d'une nouvelle politique de décentralisation? Parce que de l'endroit où on se situe, on n'a pas forcément le même point de vue. Xavier Bertrand, si vous y arrivez, car ce matin vous êtes venu, évidemment, nous sommes en direct, et vous avez eu du mal à accéder à Paris. La réponse est oui, mon Chenu. La réponse est oui. C'est-à-dire que ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que je veux faire demain. Vous savez, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne pense pas être incohérent. Et au nom de la cohérence, ce que je demande aujourd'hui, c'est pour un meilleur fonctionnement du pays. Et je vous l'indiquais, un président de la République doit aussi se concentrer sur quelques grands défis, des priorités. Moi, je ne vais pas faire 200 propositions. Une question de François-Xavier Lefranc assez précise. Attendez, juste pour être très très clair, il n'y a pas 30 réformes à faire. Les Français veulent quoi? Ils veulent vivre en paix et en sécurité. Et ils veulent vivre de leur travail. Et ils aspirent, ce que je propose, à un nouveau projet de société, c'est cette République des territoires. Voilà ce qu'ils veulent. Justement. Un problème avec ces territoires, je vais prendre l'exemple des langues régionales. Les langues régionales, c'est un sujet qui revient régulièrement depuis des années et des années. Là, le Conseil constitutionnel donc, a retoqué une proposition de loi. Saisi par qui, le Conseil constitutionnel? Oui, certes, effectivement. Non, mais par qui, pour les auditeurs? Par des députés de la majorité. Non, et l'action du gouvernement. C'est-à-dire qu'on fait voter un texte, et derrière, le gouvernement prête la main au recours. Les choses n'avaient pas été réglées avant. Il y a eu d'autres majorités avant. À chaque fois qu'on parle des langues régionales, on a l'impression que c'est un sujet qui brûle les doigts. Est-ce qu'on n'a pas un État français, un État central, un personnel politique qui a peur, en fait, de la diversité française, de la diversité des territoires, des cultures régionales? Est-ce qu'on n'a pas quand même un grand mouvement à lancer? Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose, on s'en occupe, tout le monde est d'accord pour les langues régionales, mais c'est un sujet qui brûle les doigts, en fait. C'est pas ça qui menace l'unité du pays. La République une et indivisible, ce ne sont pas les langues régionales qui, justement, menacent cet édifice. Il y a beaucoup d'autres choses qui menacent cet édifice. La culture du woke,
l'intersectionnalité, où là on va dresser les Français les uns contre les autres. Et encore une fois, c'est toujours bien d'expliquer ce que l'on fait pour montrer si on est en cohérence. Moi, nous allons monter un office du flamand. Je crois aussi à la place du Picard, parce que ces langues régionales, elles apportent de la diversité et elles permettent aussi de respecter l'identité de chacun. Dans quel cadre? Est-ce qu'il faut modifier la Constitution? Le cadre républicain. Le cadre républicain. Déjà qu'on arrête aussi de mettre un coup d'arrêt à ce qui existe et ce qui marche aujourd'hui dans notre pays. Et je l'ai déjà indiqué, moi je suis prêt à aller dans ce débat sur la reconnaissance des langues régionales, mais ce que je vous dis là, je le fais chez moi. François-Xavier Lefranc, Xavier Bertrand, une chaîne de télévision que vous connaissez bien, vous parliez de la Picardie, qui s'appelle WEO, et dont WEO Picardie, dans les Hauts-de-France, a une question à vous poser, c'est Anne-Charlotte Duvivier, qui en est la rédactrice en chef. On l'écoute, ça concerne vos concitoyens, à vous particulièrement. Bonjour, Anne-Charlotte Duvivier, journaliste pour WEO, la télévision en Hauts-de-France. Les habitants de cette région vous ont renouvelé leur confiance et vous ont réélu président de région alors même qu'ils savaient que vous alliez être candidat à la présidentielle. Pour autant, aujourd'hui, beaucoup se posent la question, comment va se passer ce mandat? Qui va assurer l'intérim? Et surtout, comment vous allez réussir à incarner cette proximité avec le territoire Hauts-de-France et les habitants des Hauts-de-France que vous prenez en tant que président de région, tout en vous lançant dans cette campagne pour les présidentielles? En fait, les journées n'ont que 12 heures. Oui, mais il faut toujours dire la vérité. Et moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit la fois dernière, quand j'avais été candidat, je n'accepterai aucune autre responsabilité. Et même si les propositions ont pu m'être faites, je suis resté à la tête de la région. Et là, j'ai indiqué, si je suis élu à la tête de la région, je serai candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Oh là là, c'est une erreur. En gros, vous aurez le temps? Oui, la réponse est oui. Mais je voudrais aussi aller plus loin. Pourquoi j'ai dit les choses? Parce que cette élection me donne cette légitimité. Ma connaissance des gens, des enjeux, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est très, très important. Et cette légitimité me donne aussi une force. Tout commence pour moi dans les Hauts-de-France. Et vous voyez, quand on dit la vérité aux gens, ils ne vous sanctionnent pas. Donc toutes ces questions sont des questions que j'ai entendues des opposants, de beaucoup de commentateurs. Mais les gens, ce n'était pas ça. C'était de dire, on a bien conscience qu'il y a une partie des solutions, c'est la région, mais une bonne partie des solutions, c'est au sommet de l'État que ça se joue. François-Xavier Lefranc, la une de Ouest France aujourd'hui. La une de Ouest France, c'est l'Europe, l'international et évidemment les territoires, avec la question climatique. On la voit à l'antenne. Le plan notamment européen et l'international, parce que la vie locale, la vie des territoires, c'est aussi la vie du monde et on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Voilà, donc la une de Ouest France, elle exprime un petit peu tout ça. Et la question des territoires, c'est aussi la question de l'égalité des territoires. On n'oublie pas les territoires ultramarins, parce que ça fait aussi partie des préoccupations. Trop souvent oubliées que vous aurez apportées. En termes de développement économique, on va en parler, en termes de sécurité. On est partenaire également avec France Antilles, on les rejoint tout à l'heure. François-Xavier Lefranc, Ouest France, c'est quoi la diffusion, c'est quoi l'impact numérique et print? Eh bien, Ouest France, c'est un grand média indépendant qui dépend d'ailleurs d'une structure associative à but non lucratif. C'est une grande plateforme numérique, c'est le premier journal francophone au monde. Et c'est un journal qui parle à des gens dans le monde entier, qui parle de la vie internationale, de l'actualité internationale et bien évidemment des territoires, de tous les territoires, sans oublier les territoires ultramarins, je tiens à le dire. Et c'est le premier quotidien français. Est-ce que je peux rebondir un court instant? Vous avez 20 secondes. Ce qui montre bien, c'est qu'on peut être très ancré dans son territoire et comprendre qu'on a forcément un destin national et qu'on est aussi lié à l'Europe. Ce n'est pas du tout antinomique. Quand je parle des territoires, ce n'est pas une opposition province-Paris. Ce n'est pas une opposition métropole-ruralité. C'est tout simplement un tout, mais faire en sorte que chacun se sente respecté et puisse trouver sa place dans notre République. C'est ça qui est très important. Et la une montre que tout ça n'est absolument pas antinomique, au contraire. Voilà, vous êtes dans Face au territoire, la première émission politique à la télévision et sur le numérique, avec comme partenaire Ouest France. Merci François-Xavier Lefranc. Je vous retrouve au mois de septembre pour la continuité de cette émission, tous les jeudis à 9h30 en direct. Et on peut nous voir actuellement sur les plateformes de Ouest France, westfrance.fr. Dans un instant, Denis Caro nous rejoint. Merci. Bonjour Denis Caro, vous venez de Nice, vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin et de Var Matin. Et vous êtes là pour parler avec Xavier Bertrand. Bonjour. En un jour un peu triste, puisque nous sommes au lendemain d'un anniversaire terrible. Le 5e anniversaire de l'attentat du 14 juillet 2016. Il y a 5 ans, du 14 juillet à Nice. Vous avez une question d'ailleurs pour Xavier Bertrand à ce sujet. Oui, on va démarrer, Xavier Bertrand. Vous avez évoqué tout à l'heure la régionalisation des politiques de santé. On a vu au cœur de la crise sanitaire, les collectivités, les villes, les départements, les métropoles ont été plus réactives globalement et plus dans l'action concrète que l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut que l'État s'efface, que les ARS qui ont été créés il y a 10 ans disparaissent et quel doit être le fonctionnement en matière de santé en région?
qu'elle passe sous le pilotage des élus, notamment des élus régionaux, et qu'en cas de crise sanitaire, elle passe sous le pilotage des préfets. Les préfets sont vraiment réactifs. Ils connaissent le terrain, ils connaissent les élus. Mais ce n'est pas dans le bureau d'un ministère qu'on doit décider si sur telle ou telle plage, on va interdire... Vous êtes très laudateur à l'égard des préfets, toujours. Oui, mais parce que, excusez-moi, ce sont des représentants de l'État qui d'ailleurs devraient représenter tout l'État. Ce n'est pas normal que dans un territoire, le préfet, ce ne soit pas l'équivalent du Premier ministre et qu'il représente l'État. Et qu'il ait aussi la possibilité d'adapter les règles nationales. C'est vrai que moi, j'ai un préfet, il quitte ses fonctions, donc je peux en parler. Michel Lalande, je ne le gênerai pas. Avec lui, grâce à lui, on a eu des implantations d'entreprises que l'application stricte de la réglementation nationale ne nous aurait pas permis d'obtenir. Il va partir, ce sont des milliers d'emplois sur lesquels nous avons pu travailler ensemble. Et notamment sur la santé, je pense que si on veut de la réactivité, il faut faire confiance aux élus, il faut donner la main aux élus. Les gens des ARS, s'ils se lèvent le matin, ils cherchent à faire bien, mais ils sont coincés par des directives nationales. C'est ce centralisme dont je parlais tout à l'heure. Il est dépassé. Et aujourd'hui, il empêche la France d'avancer. Donc vous le voyez, quand je parle des préfets, je ne veux pas moins d'État. Je veux peut-être moins d'État à Paris dans des domaines qui ne sont pas de la compétence stratégique de l'État, mais pour le reste, qu'on fasse confiance. C'est la question de la confiance et de la respiration qui est la clé. Jusqu'où pourraient aller les compétences des préfets, les compétences spécifiques? Les compétences des préfets, c'est, en matière de santé, c'est en termes de crise sanitaire. Et pour le reste, le pilotage, la façon dont on va mettre en place des maisons de santé, il faut aller vite. Vous avez des médecins qui sont prêts à s'impliquer. Vous ne pouvez pas avoir 20 réunions et vous ne pouvez pas avoir 2 ans de procédure. Il faut aller vite. Et les élus sont conscients de cette réactivité. Ça permettra d'être plus efficace, notamment sur la question qu'on connaît tous en région des déserts médicaux. Exactement. Mais je vous le dis, les agents de l'État ne cherchent pas à mal faire, mais ils n'ont pas la liberté d'action qu'ont les élus. Et les élus, surtout les élus locaux, sont vraiment conscients d'une chose. Nous avons une obligation de résultat. L'efficacité. Et là, elle n'a pas de référence partisane, l'efficacité. Elle cherche à bien faire. Votre vision sur les consultations numériques par Internet, vous avez souvent dénoncé dans le passé, un des premiers à dénoncer l'imam Google, certaines dérives de l'Internet. Certaines dérives. Est-ce qu'il n'y a pas du bon à cela? Non, mais attendez, les consultations numériques, très bien, mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière, en chair et en os. Et il faut des médecins. Moi, j'ai des expérimentations que nous avons lancées. On était l'une des premières régions sur ces consultations numériques. Mais vous ne ferez pas arriver les gens qui vont rentrer dans une sorte de boîte et puis derrière, ça va être lu par l'intelligence artificielle. Moi, je veux garder des gens en chair et en os. C'est l'une des réponses. Mais ce n'est pas la seule. C'est pas la seule. Et j'ai bien l'intention, dans les propositions que je ferai à l'occasion de cet été, où je vais commencer à aller à la rencontre des Français, profondeur, en prenant le temps, sans forcément les médias, de tester des idées et de voir également ce que les gens souhaitent. J'ai l'image des Hauts-de-France, j'ai la connaissance des Hauts-de-France, mais je veux voir si dans les autres régions, ça correspond aussi à mes convictions profondes. Et je vais faire des propositions, notamment pour ouvrir davantage de points d'urgence, notamment de services d'urgence sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est ce que nos concitoyens attendent beaucoup. Franck Fernandez, de chez vous, de Nice Matin, est à la rencontre d'une jeune fille à Nice qui s'appelle Amina et qui a une question à vous poser. Xavier Bertrand, on l'écoute. Bonjour Monsieur Xavier Bertrand, je m'appelle Amina, je suis niçoise. Que comptez-vous faire pour qu'un attentat comme celui de Nice ne se reproduise plus? Voilà, vous savez que les Français vous attendent sur la sécurité, sur ce besoin de sécurité. Le risque zéro n'existe pas. Celui qui dirait cela est un menteur. Et on ne pourrait pas lui faire confiance. Ce qui est vrai, vous parliez de l'attentat de Nice, ça fait partie, hélas, des moments où on se souvient exactement de ce que l'on faisait quand on a appris les choses. Je me rappelle, j'étais à Marc-en-Barœul à ce moment précis et ça nous a tous marqués. Il y a une guerre qui nous est déclarée depuis longtemps par les islamistes. Et dans cette guerre, au terme de cette guerre, ça sera eux ou nous. Alors c'est eux qu'il faut éradiquer. Ça veut dire qu'on ne doit avoir aucune complaisance et on doit s'attaquer à eux en permanence. Qu'est-ce qu'on peut faire qui n'ait pas été déjà fait? Il y a beaucoup de dispositifs, ils sont régulièrement renforcés à chaque fois qu'il y a un nouvel attentat. Ce n'est pas pour autant que tout est appliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Déjà, il faut tout appliquer. Ça, c'est la première des choses. Avec force. C'est une guerre, je vous ai dit. C'est une guerre. Tous ceux qui prêchent contre la France, tout cela doivent être mis hors d'état de nuire. Et nous devons aussi avoir, avec un certain nombre d'États dont nous pensons, avec des éléments forts à l'appui, qu'ils financent des groupes
qui sont anti-France, ces États-là, on doit avoir une discussion pour leur dire maintenant c'est terminé, ou alors vous n'êtes pas des amis de la France. Et encore une fois, il faut traquer tous ceux qui continuent à préparer des attentats contre la France. C'est un discours qu'on entend depuis des années. Oui, mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai conscience que c'est une guerre. Et que ce qui est en cause, ce qui est en jeu, c'est la France et ce que nous sommes. Pourquoi sommes-nous le pays le plus attaqué ? Parce que nous avons ce principe de laïcité que nous voulons faire respecter. Parce qu'on est le pays de l'universalisme. On est tout ce qui ne leur convient pas. Et ils se disent qu'en abattant la France ou en faisant en sorte que les Français aient peur, dans ces conditions-là, ils réussiront. Et j'ai conscience que cette guerre-là, je veux l'amener pour les Français, je l'amène aussi pour mes enfants. Je n'ai pas envie que mes enfants grandissent en baissant la tête ou en évitant certains quartiers. Quand vous voyez cette jeune Mila, comment on peut accepter qu'une adolescente soit obligée de vivre recluse ? Il y a eu cette condamnation, d'accord, mais tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, elle a eu ses propos. Non mais dans quel monde on vit ? On aurait pu imaginer qu'un jour en France, au XXIe siècle, on serait là. Ça veut donc dire que le président de la République doit être convaincu qu'il est le chef des forces armées, aussi le chef des forces de sécurité, et qu'il doit porter ce combat en permanence. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, pas d'un claquement de doigts, mais le président de la République a cette responsabilité particulière, et déjà de nommer les choses. Xavier Bertrand. C'est l'islamisme qui aujourd'hui est notre ennemi et nous pose problème, alors on doit s'y attaquer. Xavier Bertrand, vous avez évoqué une peine de 50 ans pour tout détenu condamné pour terrorisme. Est-ce que c'est vraiment réaliste ? Et pourquoi ça ne le serait pas ? Vous avez quelqu'un qui commet un attentat terroriste à 20 ans, à 50 ans, on pense qu'il n'y a plus aucun risque. 50 ans après, je pense qu'on a davantage de chances de protéger les Français. Et je veux être très clair là-dessus, c'est pour ces actes de terrorisme, c'est une peine incompressible. Incompressible. Parce que le terrorisme, c'est aussi, au-delà des victimes, je pense notamment à celle de Nice, et pas seulement, enfin Nice, il y a aussi Notre-Dame de l'Assomption à Nice, c'est protéger les Français, c'est les mettre hors d'état de nuire. Oui, je veux protéger les Français. Et à ceux qui nous disent que cette mesure est dure, est-ce qu'ils font, les autres ? Xavier Bertrand. On doit continuer à être faible ? Non, je ne veux pas de cette faiblesse. Et il y a beaucoup de pays qui ont réussi, parce qu'ils ont été durs face à ceux qui nous veulent du mal. La présence d'Éric Zemmour, potentiellement dans la campagne électorale présidentielle, vous en pensez quoi ? Rien. C'est quoi, c'est un commentateur ou c'est un acteur politique ? Des anciens premiers ministres deviennent éditorialistes politiques comme Manuel Valls. Qu'ils prennent ses responsabilités, les Français regarderont qui, clairement, est capable de proposer des solutions à leurs problèmes et de dessiner un meilleur avenir pour le pays. Manuel Valls, chroniqueur d'une grande chaîne d'infos. Je ne suis pas commentateur. Ancien Premier ministre. Je ne suis pas commentateur. Mais vous en pensez quoi en tant que citoyen ? Vous voyez ce que je pense de Manuel Valls ? C'est le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur courageux qui s'est attaqué à l'islamisme. Et depuis des années et des années. Voilà ce que je retiens, ce que j'ai envie de dire principalement de Manuel Valls. Denis Caro, quelqu'un d'autre dans votre groupe qui s'appelle Cyril Boutier, qui est directeur des rédactions du groupe France Antilles, partenaire de cette émission. Nous n'oublions pas les territoires d'outre-mer. Xavier Bertrand, vous en avez parlé au démarrage de cette émission, a une question à vous poser en ampex, en duplex, depuis la Martinique, depuis Fort-de-France. On l'écoute. Bonjour, Cyril Boutier, directeur éditorial de France Antilles et de France Guyane. Xavier Bertrand, les territoires, ce sont aussi les outre-mer. Quelle place leur donnerez-vous dans votre campagne présidentielle ? Comment comptez-vous répondre aux attentes des habitants, singulièrement aux Antilles et en Guyane ? C'est la même logique. Vivre en paix et en sécurité. Or, on sait bien que les questions de sécurité dans nombre de territoires d'outre-mer ne sont pas assez garanties. Et c'est aussi vivre de leur travail, c'est la question du développement économique. En n'oubliant pas, alors, c'est vrai que quand j'étais ministre de la Santé, ministre du Travail, surtout ministre de la Santé, j'ai passé beaucoup de temps outre-mer, parce qu'il y a eu notamment à La Réunion cette crise terrible du chikungunya, où on a réussi vite, avec le concours des populations locales, des élus, à éradiquer le chikungunya. Et je sais que pour les outre-mer, il y a quand même cette idée loin des yeux, loin du cœur. Quand je vous disais justement que cette politique des territoires, cette République des territoires, elle comptera bien s'appuyer sur les Outre-mer. Je me rendrai bien évidemment dans les Outre-mer pendant cette campagne, mais je sais que pour moi ça tient une place bien particulière. C'est pas la même France sans les Outre-mer. C'est aussi un réservoir de voix politiquement. Oui, enfin, si vous regardez les résultats, je pense que celui qui s'attache uniquement à la question des niches électorales, celui-là n'a rien compris, il ne mérite pas d'être président de la République. La vraie question, c'est de savoir si tout cela fait partie de cette République une et indivisible. Pour moi, la réponse est oui. Denis Caro, la une de Nice Matin aujourd'hui. La une de Nice Matin, mais c'est l'hommage à Paris
et à Nice 5 ans après l'attentat, avec à la fois la venue de Jean Castex à Nice hier après-midi, mais aussi la police municipale de Nice qui a défilé pour la première fois, une police municipale défilée sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. C'était en remerciement pour son action, puisque c'est la police municipale qui a neutralisé le terroriste de la basilique de Nice. Nice Matin, en 2 mots, plateforme et diffusion. Nice Matin, le premier média du Sud-Est, avec une audience lecteur de 500 000 lecteurs, de 18 millions de visiteurs et des formats de plus en plus diversifiés. Je vous invite notamment à aller voir le long format vidéo qu'on vient de faire justement sur la promenade des Anglais 5 ans après. Xavier Bertrand, vous me disiez que vous avez un attachement particulier à la Méditerranée, que vous adoriez cette mer. Oui, j'ai... Une partie des vacances, ça finit toujours par les Hauts-de-France, mais il y a aussi à la fois la Côte d'Azur et la Corse. L'île Rousse. Et la Corse, la Balagne. J'aime passionnément la Corse, ce mariage qu'il y a en Balagne entre la montagne et la mer. Et c'est vrai que toutes les mers, tous les océans sont beaux, mais la Méditerranée, c'est une résonance particulière. La Balagne qui est touchée par des mesures. Oh que oui. Denis Caro, tout à fait, avec un couvre-feu et des premières mesures, c'est vrai. Rendez-vous en septembre. Ce qui montre bien que ce danger, il est loin d'être éradiqué et qu'on a besoin de se protéger au maximum. Denis Caro, rendez-vous en septembre. Donc chaque jeudi en direct à 9h30. Je rappelle que Face au territoire est diffusé sur les plateformes numériques et donc les sites de nicematin.fr et de varmatin.fr. Dans un instant, Yves Bigot nous rejoint sur ce plateau. Yves Bigot, vous êtes le directeur général de TV5 Monde. Bonjour. Donc, cette troisième chaîne en termes de diffusion mondiale, après MTV et CNN. Donc 200 pays, 14 langues, 403 millions de foyers maintenant. Et vous avez évidemment des questions pour quelqu'un qui aspire à devenir président de la République, des questions internationales. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Le 24 avril au soir, si vous êtes président de la République, vous allez avoir du boulot, mais pas seulement celui-là, puisque vous hériterez pour 2 mois et 1 semaine de la présidence tournante de l'Union européenne. Or, l'Europe, il y a des tas de choses formidables, mais ça manque de discipline. On voit aujourd'hui que la Hongrie, la Pologne, même vos voisins flamands, n'appliquent pas les réglementations européennes. Donc, quelle est votre vision si vous êtes le futur président de l'Union européenne ? J'aurai l'occasion à l'automne de présenter ma vision de l'Union européenne et j'ai eu l'occasion notamment de m'en expliquer, d'en parler en détail avec Armin Laschet, qui vous savez qui est le candidat, qui est le ministre-président d'un Länder important, très important, Rhénanie-Westphalie, avec qui je suis jumelé, et qui est candidat à la chancellerie, comme successeur d'Angela Merkel. Bon, déjà, il n'est pas question d'avoir un directoire de l'Europe, mais sans l'amitié franco-allemande, l'Europe ne pourra pas avancer, ne pourra pas fonctionner. Mais il faut aussi qu'on se mette d'accord sur ce que sont nos vrais points de convergence et nos divergences. Or, aujourd'hui, sur l'Europe, on continue à avancer, mais j'aimerais qu'on tire toutes les leçons de ce qui s'est passé avec le Brexit. Ce n'est pas parce que les Anglais sont toujours un peu à part, qu'ils ont eu une position très à part, un pied en dedans, un pied en dehors dans l'Europe. C'est quand même une nation européenne, parmi les plus importantes, qui a quitté l'Europe. Et donc, on doit se poser des questions sur l'avenir européen. Est-ce qu'on est bien d'accord pour dire qu'il faut une taxe carbone aux frontières de l'Europe, pour appliquer en matière de commerce international la réciprocité? Les pays sont durs avec nous pour qu'on puisse commercer et nous on les laisse rentrer. Non, il faut arrêter la naïveté. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Sur la question énergétique, sur la question de la défense. Tiens, la défense, encore une fois avec nos amis allemands. Le char commun, ça avance bien. Les Allemands ont le pilotage, on joue le jeu. Mais l'avion du futur, est-ce que c'est le cas? La réponse est non. Sur la Turquie, sur la question notamment de la politique migratoire, aux frontières de l'Europe, il y a Frontex. Est-ce qu'on accepte de développer encore plus les moyens de Frontex? Vous voyez, sur toutes ces questions très concrètes et qui touchent en partie au climat, commerce international, aux intérêts stratégiques, l'énergie, la défense, et aussi sur la question migratoire, est-ce qu'on est d'accord tous ensemble ou est-ce qu'on doit se mettre d'accord justement à quelques-uns pour tout entraîner? Ce sont ces questions-là que je veux mettre sur la table. Parce qu'on a beaucoup parlé des territoires, profondément attachés à mon pays. Mais si on veut peser par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, c'est l'Europe. Mais on croit encore à l'Europe puissance? Moi, je veux bien y croire à une condition, c'est que la souveraineté nationale ne disparaisse pas. Xavier Bertrand, vous avez été très en pointe dans le combat pour les pêcheurs en tant que président des Hauts-de-France, face à l'Angleterre et au Brexit.
c'est un accord qui sera révisé et révisable, l'accord actuel. Il y a un risque que reviennent les problèmes qu'on a connus. Non mais attendez, c'est tout de suite qu'il faut le réviser. Si le Royaume-Uni, très ami avec les Anglais, c'est pas parce que ma région est voisine, mais ils ne respectent pas les règles. De toute façon, on le sait, hein, bien souvent. Tout ce qui est à eux, tout ce qui est à nous se négocie. Donc au bout d'un moment, il y a un système, c'est que la naïveté, terminée. Donc aujourd'hui, ils ne délivrent pas les licences aux pêcheurs comme prévu, comme promis. Nous remettons en cause dès maintenant l'accord dans ces conditions-là. Et il y a tellement de dossiers qui sont en discussion que nous mettons tout dans la balance. On a aujourd'hui des pêcheurs, pas seulement dans les Hauts-de-France, dans les différentes régions de France, qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler comme avant. Tout simplement parce que l'accord n'est pas respecté par les Anglais. Donc c'est tout de suite qu'il faut changer cela. Et pas attendre des années qu'ils aient disparu. Moi je tiens à mes pêcheurs, parce que derrière les pêcheurs, il y a toute la transformation, il y a toute une industrie. Et puis encore une fois, la parole, les écrits s'engagent. Autrement, il ne faut pas s'étonner que la politique soit considérée comme quelque chose de secondaire. Ce n'est pas ma conception. Je me battrai pour démontrer le contraire. Il faut des résultats. Xavier Bertrand, vous êtes sur la chaîne de la francophonie en ce moment, depuis l'assassinat de Samuel Paty et les diatribes du président turc Recep Erdogan contre la France. Il y a des tensions dans le monde musulman et un sentiment anti-français. Et pas uniquement le Maghreb ou le monde musulman méditerranéen, puisque c'est allé jusqu'à des manifestations très importantes au Sénégal, pays très ami de la France par ailleurs. Donc comment est-ce que vous voyez les relations que la France doit avoir avec le monde musulman, qui n'a pas de lien évident, politique, en tous les cas, avec l'islamisme ? Déjà que ce soit redit clairement, en ce qui me concerne, mon combat contre l'islamisme est total. Mais je ne confonds pas les musulmans et les islamistes. Et je pense que le dire et le redire, et que notre politique montre bien que jamais nous ne ferons cette confusion, c'est très important à rappeler. Mais je l'ai dit tout à l'heure, vous avez certainement entendu, je pense qu'il faut aussi comprendre que nous sommes le pays le plus attaqué pour ce que nous représentons et que nous n'avons pas le droit, le devoir de nous défendre. Et tous nos amis, en Afrique ou ailleurs, doivent le comprendre. Mais attention, jamais de confusion, jamais d'amalgame entre musulmans et islamistes. Jamais. L'opération Barkhane qui prend fin, le président de la République a annoncé un retrait partiel qui deviendra presque total bientôt. Vous êtes favorable, vous soutenez le président de la République dans ce... Maintenant, c'est la décision qu'il faut prendre maintenant. Je pense que l'Europe aurait dû s'impliquer plus tôt, beaucoup plus fort, et de bien comprendre aussi aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement, en allant combattre là-bas, de protéger ce pays, cette partie de l'Afrique, mais c'était aussi de se protéger nous. Et que nous devons aussi veiller à ce que ce ne se reconstitue pas des forces qui, à partir de leur territoire, pourraient à nouveau projeter des attentats. Mais là, encore une fois, la France a une responsabilité particulière, une histoire particulière avec l'Afrique. Et je pense qu'il va falloir aussi réécrire cette politique, parce que plus que les Chinois, plus que les Américains, je pense qu'on a une histoire forte à partager. Et je reste intimement convaincu, vous me parliez de l'Europe, excusez-moi, mais je saisis aussi cette idée, c'est qu'il y a un nouveau pacte de développement avec l'Afrique apporté par l'Europe, avec l'Afrique. Et pas seulement sur la question migratoire, sur la question du réchauffement climatique, de l'accès à l'énergie. C'est le projet de Jean-Louis Borloo. Et ça, je pense que la France doit porter ça au niveau européen pour qu'on n'ait pas une politique de coopération Europe-Afrique, mais un nouveau pacte de développement et de paix. Xavier Bertrand, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ça a fait l'objet de débats dans votre famille? Vous disiez que vous avez 4 enfants. Est-ce que tout le monde est mobilisé? Comment ça se passe dans une famille quand on décide de cet acte incroyable dans la vie d'un homme, d'être candidat à la tête de son pays? Comment l'a pris votre famille? Je pense que ça fait longtemps. La famille sait que j'aime la politique passionnément. J'en fais depuis que j'ai 16 ans. Cette ambition, cette idée, cette détermination, être président de la République, ça ne fait pas par contre ni 30 ans, ni 20 ans. Plus jeune, j'avais d'autres passions que la politique. Les posters dans ma chambre, c'était des joueurs de foot. Michel Platini, Johan Cruyff, par exemple. Et donc, je n'étais pas de ceux qui disaient « je vais être président de la République » pas du tout. Mais je pense aujourd'hui... Vous ne leviez pas adolescent en vous rasant tous les matins en y pensant? Bon, vous ne rasez pas déjà quand vous êtes adolescent. Encore pas. Yves Bigot, oui, regardez. Mais je pense que cette détermination, cette conviction, il l'accepte totalement. Un peu plus compliqué pour les adolescents,
J'ai des jumeaux qui ont un peu plus de 14 ans. Pour eux, c'est un peu plus compliqué, j'entends bien. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est un choix qui est personnel, mais c'est aussi au bout d'un moment des contraintes familiales. Mais chacun est conscient que ma détermination est totale. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir été le premier invité de Face au Territoire. On se retrouve au mois de septembre, tous les jeudis à 9h30 en direct sur TV5 Monde. Yves Bigot. Merci à Ouest France et Nice Matin, ainsi qu'à France Antilles. Merci à Nicolas Renard, à Pascal Quentin, à Véronique Rosenwag, à Thierry Barbedette aussi de TV78 qui a coordonné l'action des télévisions locales dans cette affaire, et à Claude Perrier, le PDG de France Antilles. Merci Xavier Bertrand. Merci à vous. Et bon été à vous, studieux d'après ce qu'on a compris. Au revoir à tous, à très vite.